Nous sommes en direct de la foire Parc Chano à Marseille avec Guilhem Rekavi qui dirige la rédaction de La Provence, qui nous accueille sur son stand à l'entrée de la foire Parc Chano. Vous pouvez venir nous voir, hein, nous sommes en direct. Rudy Mana nous a rejoint. Rudy Mana est secrétaire départemental Bouches-du-Rhône du syndicat de police Alliance. Rudy Mana, bonjour. Bonjour. Merci. Nous parlions d'insécurité il y a un instant et Saïda Madame me racontait ces enlèvements dans le cadre des trafics de stupéfiants qui existaient, paraît-il, dans les quartiers nord notamment, où on se faisait enlever et contre rançon, on était libéré, contre rançon de 5 ou 6 000 euros. Vous confirmez, ça existe? Oui, tout à fait. Ce genre d'enlèvement devient de plus en plus fréquent, surtout pour les trafiquants de stupes qui n'hésitent pas, pour éliminer un adversaire, d'enlever donc ce fameux adversaire, oui, de demander une rançon, de le rançonner ou éventuellement de l'éliminer. Ça, c'est des choses qui arrivent extrêmement fréquemment, ce qui laisse penser la loi dans laquelle nous vivons dans certaines cités due à ce trafic de stupéfiants. Non mais ça, je suis stupéfait, hein. Pardonnez-moi de le dire, mais je suis stupéfait. Il y a plus d'1 an, la préfecture a engagé la politique dite de pilonnage des points de deal. Alors ça donne quoi, cette politique des pilonnages de points de deal? Alors, je vais vous répondre très honnêtement. Oui. Déjà, ça a le mérite d'exister. Donc, oui. Avant, c'est vrai qu'on ne faisait pas forcément cette politique-là. Aujourd'hui, elle existe sous l'égide de la préfète de police qui a lancé ça. Et franchement, depuis qu'il y a Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, ils ont décidé de réagir face au trafic de stupéfiants. C'est déjà bien. Parce qu'il y a une époque où on ne réagissait pas beaucoup. Oui. Bon, ça, c'est la première chose. Mais il faut reconnaître une chose, le trafic de stupéfiants à Marseille, c'est un océan. C'est un océan. Et comment on peut arriver, nous simples policiers, à vider cet océan avec des petites cuillères? On n'y arrive pas. Donc, pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux à Marseille, dans la police. Jean-Jacques Bourdin, il ne faut pas oublier que la police seule n'y arrivera pas. Non. Si on interpelle des individus et qu'ils sont relâchés pour des raisons qui peuvent être légitimes, hein, pour des manques de places de prison, pour des procédures qui sont mal ficelées, pour plein de choses, ben, on n'y arrivera pas. Oui. Aujourd'hui, cette politique fonctionne sur des petits points de stupes. Sur Salon de Provence, sur Aubagne, ça peut marcher et ça marche. Sur Marseille, sur des gros points de deal, c'est pas possible. Bah, vous allez à la Castellane, vous allez à Campin-l'Évêque ou aux Oliviers, c'est des supermarchés, les trucs. C'est des usines. Oui. Ils font des 60-70 000 euros par point. Donc comment voulez-vous que ces gens-là arrêtent de travailler parce qu'on a levé 2 ou 3 petites mains qui vendaient, qui charbonnaient? C'est pas possible. Ils vont non, mais je comprends. Donc, il faut une politique globale, vous en parliez. Alors, je sais pas moi, revoir l'habitat, revoir évidemment tous les services publics. Enfin, il y a les transports, mais ça on va en parler des transports, puisque je crois qu'il y a eu des décisions prises. Exactement, c'est clairement le sujet du moment à Marseille en ce moment. Hein, voilà, justement, on va en parler entre 11h et midi. Mais Saïd Hamada, il faut tout revoir. Alors là, c'est toute une... Mais je sais pas, moi, c'est un immense plan. Il faut détruire, reconstruire, offrir un autre cadre de vie. Non, c'est la seule solution. Monsieur Bourdin, c'était l'objet de Marseille en grand. Oui. C'était l'objet de Marseille en grand. C'est-à-dire ce plan Marseille en grand, je rappelle, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé ici à Marseille il y a 1 an à peu près, hein, Marseille en grand. Ouais, il y a 1 an, il y a pile 1 an. Il est arrivé avec beaucoup de moyens. Bon, maintenant, il faut que ça se concrétise. Parce que disons, là où vous avez raison, c'est que c'est global. C'est-à-dire que si on pense que c'est uniquement un problème sécuritaire, on n'a rien compris. Mais évidemment. On n'a rien compris. Évidemment. Là, c'est un phénomène sociétal. Lorsque vous avez autant de familles, de jeunes concernés, même si ça reste une minorité, il faut quand même le dire. Hein, ça reste une minorité dans les quartiers, ceux qui trafiquent. Mais lorsqu'il y en a autant, et à autant d'endroits, il n'y a pas un seul quartier dans les quartiers nord de Marseille qui n'est pas concerné par les trafics, on est face à un phénomène sociétal. Donc, il faut évidemment taper dur, parce que la première liberté, c'est la sécurité. Et donc, il faut que les forces de police soient là. Et on n'est pas encore au niveau, moi je le dis, même si j'ai beaucoup poussé pour que les policiers supplémentaires aujourd'hui, ces territoires, la Castellane, Marbricard, etc., il faut qu'on y soit, et pas dire H24, mais il faut que la peur change de camp, que la République revienne, que les gens soient rassurés, que ces quartiers soient tenus par la République, et en même temps, agir en amont pour faire en sorte que le moins de jeunes possible ou de personnes qui puissent basculer dans ces trafics ne le fassent. Et ça passe par... Les solutions, on les connaît, hein, vous savez. C'est les transports, c'est des logements dignes, c'est de la mixité sociale, c'est des écoles au niveau. Et après, après, votre travail sera facilité. Notre travail sera facilité. Je rajouterai à tout ça l'éducation nationale. Oui. C'est absolument inconcevable de voir des minots de 12, 13, 14 ans qui sont les choufs, les
guetteurs à l'entrée des cités. Mais comment on peut accepter en France que des enfants de 12, 13, 14 ans ne soient pas à l'école de la République? Comment on peut accepter ça? Comment on ne peut pas responsabiliser à ce point les parents? Comment on peut vivre dans un pays comme ça? Moi, je comprends pas. Parce que vous avez bien compris que quand on interpelle un de ces guetteurs qui a 12 ans ou 13 ans, déjà qu'à 17 ans, on leur fait pas grand-chose, imaginez à 12 ans ou à 13 ans. Il aura une responsabilité pénale de fait, donc on ne pourra rien faire contre lui. Mais il faut savoir que ces guetteurs à l'entrée des cités, c'est les éléments peut-être les plus importants. Parce qu'ils conditionnent tout. Ils conditionnent tout. Mais bien sûr, ils annoncent notre arrivée, donc on a souvent un coup de retard. On perd des fois 10 secondes. Ces 10 secondes-là nous permettent pas parfois d'interpeller les bons individus. Bien sûr, je comprends. Donc je vais vous dire par rapport à ces gamins parce qu'il est déjà 11h. De 12-13 ans. Lorsque depuis que vous êtes né ou depuis que vous habitez ces territoires, vous voyez des trafics, des choufs, pour vous c'est normal. Pour vous, c'est normal. Il faut que les gens le comprennent. Moi, je me souviens d'une époque, vous voyez, je grandi avec les quartiers dans Marseille, on allait à Carrefour, tout le monde chapardait à Carrefour. Ben moi, jusqu'à 12-13 ans, je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était légal. Et donc, comment est-ce que... C'est là où vous avez raison. C'est-à-dire qu'il faut que la peur change de camp, il faut que la République revienne, parce que ce gamin, il n'a connu que ça. Il n'a connu que ça. Donc, comment est-ce que vous l'expliquez à un gamin qui a vu ça toute sa vie, le matin quand il part à l'école, le soir quand il rentre, que c'est illégal? Il n'a vu que ça. Et donc, c'est là où il y a un vrai travail, où il faut qu'on revienne sur ces territoires. Bien, nous allons reparler d'insécurité avec les élus qui vont venir nous rejoindre. Je rappelle que Guilhem Rickavi m'accompagne tout au long de cette matinée jusqu'à 12h30. Dans un instant, nous revenons, nos invités et un peu d'informations. Nos invités, ne vous inquiétez pas, ça va bien marcher maintenant. Bien, merci d'être avec nous, merci de nous accompagner ce matin. Nous sommes en direct de Marseille, vous le savez, Parc Chano, ici à Marseille, la foire de Marseille, avec nos confrères de la Provence. Nous sommes sur le site de la Provence, à l'entrée de la foire. Nous sommes ici pour parler de l'actualité marseillaise, mais aussi de l'actualité nationale avec tous nos invités. Et je parlais d'insécurité, évidemment. Attendez, ce n'est pas parce que je viens à Marseille que je vais systématiquement parler d'insécurité, mais c'est une réalité. Réalité marseillaise comme elle peut être nantaise ou rennaise ou ailleurs en France. Bien, mais on va parler d'autre chose aussi. On ne va pas parler que d'insécurité. On va parler de sujets nationaux et de sujets marseillais. À Marseille, les transports, évidemment, c'est l'une des actualités du moment, mais aussi le coût de la vie, mais aussi la réforme des retraites. Et j'ai 3 invités maintenant, 3 élus de la région marseillaise, par ordre alphabétique. Nous commençons avec Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour. Merci d'être avec nous. Voilà, prenez le micro, ça ira mieux, ce sera plus facile. Sabrina Agresti-Roubache, qui est députée La République En Marche Renaissance de la première circonscription des Bouches-du-Rhône, membre de la commission des lois. Avec nous, Franck Alizio, qui est député Rassemblement National de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonjour, merci d'être avec nous, membre de la commission des finances. Et puis Hendrik Davy, qui est député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône, membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous tous les 3. Alors regardons d'abord l'actualité nationale avec la réforme des retraites qui se dessine, qui se profile. C'est simple, je résume, hein. Vous me corrigez si je dis des bêtises. Concertation de 3 mois. Ensuite, projet de loi qui sera soumis à l'Assemblée nationale, aux députés et aux sénateurs début janvier ou courant janvier 2023. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de repousser l'âge légal de départ à la retraite, il s'agit de prendre en compte la pénibilité et il s'agit de fixer une retraite minimum de 1 100 € par mois. Ce sont les 3 grandes lignes de ce projet de loi, de cette réforme. Emmanuel Macron a averti, s'il y a motion de censure et si la motion de censure est votée, eh bien je n'hésiterai pas à dissoudre l'Assemblée nationale. Dissoudre l'Assemblée nationale, c'est une menace qui vous est adressée à vous, député Renaissance, non Non, je crois pas. Non. Ah bon, non, mais comme ça, j'aurais pu prendre ça comme ça. Quoi. Vous avez raison. Non, on peut le prendre de différentes manières. Déjà, revenir sur la réforme des retraites. Donc moi, je crois qu'on a tous à peu près le même âge ici, avec mes 2 collègues. Oui. J'entends parler de la réforme des retraites depuis que j'ai 12 ans et demi. Oui. Donc à un moment donné, il faudra bien la faire. Mais il y a eu des réformes, il y a eu des réformes. Il y a eu des réformes, mais c'était. Il n'y a pas eu de grandes réformes, c'est ce que vous voulez dire. Absolument.
Absolument. Donc la grande réforme, elle était prévue dans notre programme. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut prendre des avancées et le temps de concertation. Le temps de concertation a été fixé par le président, 3 mois pour discuter, se concerter avec toute l'opposition. Et je l'avais dit et je le redis, le camp qui a perdu n'a pas tort sur tout. Le camp qui a gagné n'a pas tort sur tout non plus. C'est-à-dire qu'on doit discuter. Il y a beaucoup de choses. Et quand on reprend, moi j'écoute ce qui se dit. Je ne suis pas une spécialiste des réformes. De la réforme des retraites, mais ma mère est retraitée. Donc je regarde sa feuille de retraite. 1100 € pour un minimum retraite, je trouve que c'est bien. C'est une vraie avancée sociale pour moi. C'est mieux que 900 €. À un moment donné, on ne peut pas tout le temps tout rejeter en bloc, puisque les oppositions l'ont fait. Ils ont dit, on ne votera pas, on ne sera pas avec vous. Donc attendons en premier de discuter, de se concerter, et après on s'opposera. Idée contre idée. Mais vous êtes d'accord avec la volonté de repousser l'âge légal de départ à la retraite? Oui, parce que c'est important cette histoire de l'âge légal d'ailleurs. Oui, parce que je considère. Oui, alors je suis une fille de maçon. Je suis une fille de maçon, mon père était maçon confrère. Ouais, métier difficile, métier pénible. Absolument. Mon père est parti, il avait 67 ans. Il est mort d'une maladie chronique et n'était pas en lien avec son métier. Moi, je vis mieux que mon père. J'ai pas eu la même vie que mon père, je vis mieux que ma grand-mère et je vivrai mieux que ma mère, parce que ma mère était aussi garde-malade. Donc je pense que si on prend en compte, évidemment, et vous l'avez vu, la pénibilité et la carrière hachée pour les femmes, parce que ça c'est l'un de mes sujets, les femmes qui ont des enfants sont trop pénalisées au niveau de la retraite. Donc, c'est vrai. Ça, voilà, donc du coup... Mais là tout le monde est d'accord. Absolument, donc on trouvera des sujets d'entente, j'en suis sûr. Bien, Franck Alizio, cette motion de censure, déjà avant même la concertation, vous êtes prêts? Motion de censure. Oui, on a entendu. Et d'ailleurs, Marine Le Pen a répondu chiche. Et je pense qu'on répond tous en cœur chiche. Donc chiche, ça veut dire motion de censure. Ça veut dire on censure le gouvernement. En tout cas, si le gouvernement passe en force sur une réforme qui est rejetée par toute son opposition et qu'il dit attention, dès que vous ferez une motion de censure, je vous dissoudrai, ben oui, évidemment que la conséquence sera une motion de censure. Cette réforme des retraites, elle est politiquement explosive. Elle est économiquement non justifiée, on le voit bien. Enfin, tantôt le régime est en excédent, tantôt il est en déficit, et on nous explique qu'il va se réguler à partir de 2030. Donc, s'il y a une dizaine d'années à tenir et qu'on cherche par force des économies, puisque cette réforme des retraites n'a qu'une raison, c'est faire des économies, qu'on cherche des économies ailleurs. Les dépenses publiques et sociales sont nombreuses, il y a plus de 1000 milliards d'impôts prélèvements obligatoires dans ce pays, qu'on cherche à faire des économies ailleurs. Il y a beaucoup. Je vous rappelle que, juste une dernière chose, c'est important sur l'allongement de la durée de la retraite, on pense que ça va faire des économies. Pas du tout. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de chômage chez les seniors, et donc entre 60 et 65 ans, les gens ne seront pas à la retraite, ils seront au chômage. Et donc, ça coûtera plus à la collectivité. Donc, c'est une contre-réforme en termes d'économie, c'est une contre-performance. Je me souviens du programme de Marine Le Pen, c'est la retraite à 60 ans. Hein. Non, c'était plus complexe que ça. Oui, non, c'était pas la retraite à 100 ans. Avec 42 ans de cotisation. C'était la retraite. Avec 42 ans de cotisation, donc ça fait arrêter une retraite à 62 ans. Ah oui, mais ça change tout. D'ailleurs, vous vous retrouvez finalement en retraite à 60 ans, vous aussi. Alors oui, on est évidemment pour la retraite à 60 ans, et puis je pense que c'est vraiment pas le moment d'engager une confrontation, et Emmanuel Macron a tort, parce que le pays a besoin plutôt de consensus. Vous dites chiche aussi, vous? Oui, bien comme sûr, chiche. Marine Alors Le Pen, chiche, pareil. on la votera la motion de censure. Voilà. Il y aura deux motions de censure. Avant d'arriver à la motion de censure, je voudrais quand même qu'on note qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il voulait faire passer ça sous forme d'un amendement au plan de loi de finances de la sécurité sociale. Finalement, il a renoncé. Il a renoncé parce qu'ils sont fébriles et qui sont divisés au sein du gouvernement. Donc ça, pour nous, pour les oppositions, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, parce que il peut pas passer en force. Bon, n'empêche qu'il a décidé quand même qu'il maintenait sa réforme des retraites. Alors, en la repoussant en décembre, il risque d'avoir une mobilisation à la fois dans la rue. Moi, je pense que j'engage l'ensemble des salariés qui étaient déjà mobilisés. Moi, j'étais dans la rue hier avec les salariés pour plus une augmentation des salaires. Je les engage vraiment à se mobiliser très largement pour empêcher cette réforme des retraites, parce que en réalité, elle n'est pas nécessaire. C'est la énième réforme, mais finalement, pour l'instant, les retraites sont financées. Et donc, pour vous, c'est clair, la rue doit dire non. La rue doit dire non et les parlementaires doivent dire non. Et moi, j'ai bon espoir que ça sera non à l'arrivée. Et s'il veut dissoudre, s'il prend le risque de dissoudre, chiche, on repart sur des élections et il y aura un autre gouvernement à la clé.
À la clé. Ouais, ça, c'est pas sûr. Ça. Il y aura un autre gouvernement, ça. Bah, c'est sûr. alors, attendez. Alors qu'il soit. S'il dissout, alors moi, franchement, oui. s'il dissout sur la question des retraites, où il y a près de 67% des Français qui sont contre la réforme, il prend un risque de malade. Ce sera un référendum pour ou contre la réforme des retraites. Voilà, donc ça sera pour ou contre la réforme des retraites. Et à mon avis, je sais pas ce qui lui a pris dans la tête hier dans la dépêche, parce que c'est une erreur. C'est une nouvelle version de qui vient nous chercher. Tant mieux qu'il fasse des erreurs politiques. Mais sincèrement, c'est rigolo comme le courage politique est traduit. Moi, allez-y, non, vous êtes divisé. Parce que c'est pas un courage politique, vous êtes divisé. Non, on n'est pas divisé. Vous avez une. Attendez, pas ensemble, parce que déjà qu'on a des problèmes de liaison avec Paris. Vous voulez que vous disiez comment vous êtes divisé? Non, discuter, c'est pas être divisé. C'est comme dans la vraie vie. Quand on se dispute, quand on n'est pas d'accord, c'est pas être divisé. Discuter du sujet, c'est-à-dire, alors moi je m'inquiéterais si chez nous à Renaissance, si moi en tout cas j'étais d'accord avec tout le monde. Voilà, moi les gens qui sont toujours d'accord sur tout, ils sont d'accord sur rien. Donc moi déjà, ça c'est la première chose. Donc heureusement que nous ne sommes pas d'accord sur tout, parce que ça voudrait dire qu'on est prétentieux, qu'on est très sûr de nous et qu'on marche sur l'eau. Mais c'est pas le cas. Sur le fond, quand vous regardez la préoccupation des Français, vous m'excusez, c'est pas la réforme des retraites. Vous êtes sur votre circo, vous aussi? Oui. Voilà, moi aussi. Donc quand je discute, j'ai réuni 40 de mes CIQ il y a 3 jours. Et il y a 3 jours, quand je leur parle de la réforme des retraites, non, on m'a parlé sécurité, insalubrité, on m'a parlé mobilité. Non, mais pourquoi la faire? Parce qu'à un moment donné, 14 milliards de dettes, ça aussi c'est inventé? Dette sociale, non? Non, mais c'est parce que vous exonérez de cotisations sociales les patrons. Mais il faut bien des gens qui créent de la richesse. J'étais chef d'entreprise avant d'arriver, croyez-moi. Que si on ne crée pas de richesse, on ne pourra pas régler le problème de la pauvreté. La réforme, on va pas entrer dans le débat sur la réforme des retraites elle-même. D'abord parce qu'on ne connaît pas totalement les mesures qui seront mises en avant par le gouvernement et par le président de la République. Donc attendons moi j'ai horreur de l'information prévisionnelle, vous savez, l'information météo, j'appelle ça, où on fait la prévision sur ce qui va arriver. On ne sait pas ce qui va arriver. En revanche, il y a un quotidien et je vais y revenir après la pub et on va y revenir tous ensemble. C'est le coût de la vie, c'est le coût de l'énergie, c'est les mesures à prendre, c'est l'urgence, cette urgence-là qui est peut-être encore plus essentiel que la réforme des retraites. Là, je pense que nous serons tous d'accord, même vous. Hein. Oui, vous aussi. Oui, bah, d'accord. Bon, vous êtes sur Sud Radio. N'hésitez pas, 0826 300 300. À tout de suite. Bien, nous sommes avec nos 3 invités. Sabrina Agresti-Roubache, députée La République En Marche Renaissance, première circonscription des Bouches-du-Rhône, l'Est de Marseille, hein, c'est cela? Bien, les gars. Bon, magnifique quartier. Bon, d'accord, mais tous les quartiers sont magnifiques. Chaque député va la plus belle ville du monde. Alors là, on est tous d'accord. Ah bon, oui. Non, c'est pas possible. Vous êtes tous les 3 d'accord. Renaissance, la France Insoumise et le Rassemblement National. Le Rassemblement National n'a pas dit. Je ne peux pas. J'ai pas entendu sa voix sur la plus belle ville du monde. C'est la plus belle ville du monde. Il y en a d'autres au port de Marseille. Moi, je suis député au port de Marseille. Vous êtes au port de Marseille. Vitrolles, Marseille, oui, Vitrolles. Mais oui, la région, la métropole. Mais Marseille, c'est la plus belle métropole du monde. Bon, d'accord. C'est formidable. Voilà, c'est formidable. Enfin, vous défendez votre territoire, cela dit, ça me fait plaisir parce que moi, je défends les territoires. Donc, bon, Franck Alizio, député donc de la 12e des Bouches-du-Rhône, Vitrolles, Marignane, c'est ça? Saucé, Carry, voilà. Châteauneuf-les-Martigues, Gignac, Carry-le-Rouet. Et Hendrik Davy, vous êtes député La France Insoumise, membre de la commission des affaires culturelles, je l'ai dit. Vous êtes du centre-ville. Le centre-ville de Marseille. 4, 5, 6. Bien. Hier, il y a eu manifestation un peu partout en France. Alors, manifestation autour du coût de la vie, augmentation des salaires et manifestation sur la réforme des retraites. Mais le cœur de la manifestation, c'était l'augmentation des salaires et le coût de la vie, le coût de l'énergie. Aujourd'hui, il y a urgence. Que faut-il faire? Hendrik Davy. Non, mais il y a que dites-vous aux Marseillais qui vous écoutent? Alors, il y a 2 axes. Et aux Français qui vous écoutent. Par rapport au coût de la vie, il y a 2 axes. Il faut mieux rémunérer les gens. Donc moi, je pense que la revendication qui va monter maintenant, c'est l'indexation des salaires sur l'inflation. Il n'y a pas de raison que, parce qu'il y a spéculation sur certains... Indexation des retraites sur l'inflation. Mais de tous les salaires. Alors maintenant, il faut indexation des salaires. Ça existait. Ça existait, l'indexation des salaires sur l'inflation. Les Français l'ont peut-être oublié, mais les plus anciens s'en souviennent. Ça existait dans les années
années 80. Ça existe encore en Belgique. C'est assez facile à faire. Il suffit de faire une loi qui fait qu'à chaque fois, il y a des négociations dans chacune des branches. Et si elles sont en dessous de l'inflation, eh ben, l'État dit qu'il faut que ça soit au niveau de l'inflation. Et ça permettrait de faire en sorte que les salariés ne payent pas en fait l'inflation qui est due quand même à de la spéculation sur les matières premières. Ça, c'est un premier élément. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Le deuxième élément pour que la vie soit moins chère, c'est le blocage d'un certain nombre de prix. Il faut que les tarifs de l'électricité et du gaz soient régulés, qu'on revienne à ce qui était avant, pour qu'on maîtrise et que ce soit pas le marché qui fasse le yo-yo, et qu'on régule, et ça c'est le plus important je pense pour les Marseillais, qu'on régule les prix du logement. C'est pour ça qu'on demande un blocage, donner des permis de construire, un encadrement des prix du logement. Oui, il faut des permis de construire, il faut construire massivement, et notamment construire, là on sera peut-être pas d'accord, mais construire massivement du logement social. Parce que si les prix de l'immobilier explosent, c'est qu'il y a une spéculation sur ces prix de l'immobilier. On a un créé. Si, alors je peux faire. On a un créé. Il y a un déficit de construction de logements sociaux, et quand il y a un déficit de construction de logements sociaux, les gens se reportent sur le parc privé, il y a saturation sur le parc privé, et du coup ça crée une dynamique de spéculation. Et à Marseille, dans le 4-5, alors là pour la peine, je sais de quoi je parle, les prix sont en train d'exploser. Alors c'est sûrement pas nous qui l'avons créé, c'est peut-être les Parisiens, vous pouvez dire avec le Covid, ça on peut débattre et mettre tout ça sur le dos des Parisiens, mais oui, une gentrification, je suis d'accord avec vous. Quand on ne donne pas de permis de construire, qu'est-ce qu'on fait? Néanmoins, l'important c'est construire du logement social. Sabrina. Voilà. Et dernier élément, blocage des prix de l'alimentation. On a dit dans la campagne 4-5 produits où on bloque les prix pour que les gens puissent se nourrir correctement. Quelle solution? Sur le logement? Surtout sur le logement, sur le coût de la vie. Sur le logement. Oui. Je m'intéresse vraiment au sujet, puisque c'est vrai, à Marseille, ça devient notre problème, et de manière générale. Quand on ne délivre plus très peu de permis de construire dans une ville comme Marseille, qui a besoin à peu près de 5000 logements par an, et qu'on en délivre 1000 en 2 ans. Mais on n'en délivre pas parce qu'on n'a pas de terrain, peut-être. Non, c'est qu'on ne donne pas. C'est pas que les gens ne déposent pas de permis, c'est qu'on ne donne pas les permis de construire. Donc quand on donne, et même pour le logement social. Complètement d'accord, mais il faut le donner même pour le logement social. On fait quoi? Mécaniquement, on fait monter le prix du foncier. Et qui peut se payer un foncier ancien cher? Oui, les Parisiens qui arrivent exactement et qui viennent payer 200 000, quelque chose qu'un Marseillais pouvait payer 50 000. Donc de toute manière, voilà. Donc ça, c'est pas nous qui l'avons fait. Le printemps marseillais, c'est pas moi. Donc c'est pas moi qui délivre les permis de construire. De 1. De 2, sur le pack pouvoir d'achat. Il me semble qu'on a fait des choses. 100 € par famille, plus 50 € par enfant dès la rentrée. 4% d'augmentation sur le RSA, sur les retraites. Donc on fait des choses et on ne peut pas dire non plus qu'on fait rien. Sur l'essence, regardez bien, le prix à la pompe a baissé, le prix de l'électricité est capé. On ne peut pas dire que la France ne soit pas un pays protecteur, parce que franchement, celui qui viendrait me dire ça, il faut qu'il voyage un petit peu. Il faut aller voir nos copains italiens, aller voir nos copains espagnols, aller voir en Angleterre ce qui se passe. Donc la France est un pays protecteur. Je ne supporte plus qu'on passe notre temps. Alors nous, on propose des choses. Alors je reconnais que tout n'est pas parfait, mais votez avec nous au moins sur ce qu'on peut donner déjà, et après continuer à avancer. Et vous avez raison, il y a probablement plein de choses à faire, à discuter avec vous sur le CAP, les produits de première nécessité. Il y a plein de choses à faire. Mais déjà, ce qu'on fait, ils s'opposent, ils votent non à l'Assemblée. Donc je dis, mais pourquoi vous ne voulez pas voter avec nous, puisque c'est une amélioration du quotidien. Non, sur les retraites, on a eu un amendement, on a tous voté pour, et à la fin, c'est votre gouvernement qui est venu, je vous rappelle, en pleine nuit. On oublie les retraites. Donc le consensus, on l'avait eu entre nous à l'Assemblée. Sur le pouvoir d'achat, ça tombe mal. La loi pouvoir d'achat, on l'a voté. Oui. On l'a voté. On l'a voté parce qu'il y avait des progrès, parce qu'il y avait des avancées, parce qu'il y avait des gains pour les Français. On voulait pas priver les Français de gains concrets. On est dans une urgence, il fallait la voter. En revanche, sur le reste, on va pas être d'accord. C'est-à-dire que nous, on a 3 solutions concrètes. C'est des solutions concrètes. C'est pas, il y a qu'à Faucon, c'est pas la NUPS. Toutes vos propositions, il y en a aucune qui est concrète, qui peut être réalisable. 3 propositions concrètes. Vous êtes contre l'indexation des salaires sur l'inflation? Concrètes. Vous allez voir les 3 propositions concrètes. La première. Le vrai problème aujourd'hui, c'est l'énergie. Baisse de la TVA massive de 20% de TVA à 5,5 sur toutes les énergies. L'électricité, le gaz, le fuel, l'essence, voilà. Ça, c'est la première chose. La meilleure façon de lutter contre l'inflation et de faire baisser les prix, en tout cas de les maîtriser, c'est d'agir ce que l'on peut agir en tant qu'État, c'est-à-dire la TVA. Ensuite, bien, à un moment donné, il faut aider les entreprises aussi à augmenter les salaires. Donc c'est du donnant-donnant par rapport aux impôts. Marine Le Pen avait proposé
proposer à toute entreprise qui augmente de 10% les salaires, de geler les cotisations patronales sur cette partie d'augmentation. Voilà. On peut imaginer aussi de conditionner les fameuses baisses d'impôts sur la production par les conditionner à l'augmentation des salaires. Vous êtes d'accord sur la proposition de la NUP, de LFI, d'indexer les salaires sur le coût de la vie ? Sur l'inflation. Mais comment les entreprises le paient? Moi je veux bien, mais c'est la chef d'entreprise qui vous paye. Moi je peux vous dire comment je finance mes réformes. Moi je peux vous dire comment on finance vos propositions. Vous ne savez pas. Je disais ça parce que j'ai entendu Marine Le Pen le dire, c'est pour ça me surprend. C'est bien, c'est toujours à crédit. Si vous reprenez, c'est toujours les autres qui paieront. Non, mais c'est une proposition de la gauche assez ancienne, mais voilà, je suis intéressé de voir qui sera jamais réalisé du coup. Je suis intéressé de voir en fait que vous écoutez même pas votre représentante, mais de manière plus concrète, comment on paye? En fait, les entreprises, si elles augmentent les salaires, elles augmentent soit les prix ou elles diminuent leur marge. Mais c'est assez simple. Ou elles font faillite. C'est plus simple. Ou elles font du chômage. Elles ne font pas toutes faillites, les entreprises. Puis il y a certaines d'entre elles qui vivent très bien. Donc voilà. Et elles peuvent augmenter leurs prix, y compris les maçons. Ils augmentent, s'ils augmentent ses tarifs, ses salaires, ils augmentent ses prix. Voilà, c'est tout. Il y a les petites TPE, PME qui peuvent pas. Oui, mais c'est pas les mêmes gens qui par exemple, si vous augmentez les prix des restaurants, c'est pas les mêmes gens qui vont au restaurant et ceux qui vont pas au restaurant. Donc si les prix des restaurants augmentent et que les salariés des restaurants sont bien payés, peut-être que certaines personnes qui vivent bien leur vie paieront un peu plus cher leur menu. Les plus modestes qui pourront plus aller au restaurant. Bien, mais bon, vous êtes sur Sud Radio, on va observer une nouvelle pause. Ensuite, nous allons parler d'immigration. Et là, je vais retrouver Guilhem Rickavi. On va parler d'immigration parce que Marseille, c'est une ville multiculturelle s'il en est, et ça a fait sa richesse d'ailleurs, sa richesse et sa force. Même Franck Alizio sera d'accord avec moi. Pense à mes origines italiennes, oui. Voilà, non mais oui, c'est pour ça que je vous dis ça, évidemment. Donc on va parler d'immigration, on va parler de transport, Guilhem Rickavi, parce qu'il connaît mieux que moi, évidemment, le problème des transports à Marseille. Problème des transports d'ailleurs qui se pose dans de nombreuses villes de France. La mobilité, c'est aujourd'hui un sujet d'actualité s'il en est. Vous êtes sur Sud Radio, à tout de suite, 0826 300 300. 0826 300 300 si vous avez envie de vous exprimer. Si vous voulez venir ici, Parc Chano, la foire de Marseille, le stand La Provence, vous venez nous rejoindre. La Provence, je suis avec Guilhem Rickavi qui est le directeur de la rédaction de La Provence. Guilhem Rickavi, on va parler d'immigration à Marseille, cité multiculturelle, multiraciale. La mixité des origines fait aussi la richesse de la ville. Personne ne peut dire le contraire. C'est déjà des Grecs qui sont arrivés ici il y a quasiment 26 siècles et qui ont donc fondé cette ville. Donc c'est bien des gens venus de l'extérieur qui sont venus en bateau sur les côtes de Marseille et qui ont créé les bases de ce qu'est la ville de Marseille. Après, dans l'histoire, Marseille reste une ville de port, et qui dit ville de port dit une ville où les gens arrivent et passent, et c'est bien évidemment une terre d'accueil. Ça a été le cas pour nos amis arméniens en 1915 qui ont fui un génocide et qui sont venus s'y installer. Ça a été le cas plus récemment dans les années 60, l'exode des Pieds Noirs, on est en 62, ils traversent la Méditerranée, ils arrivent ici. Il y a aussi beaucoup d'Espagnols qui sont arrivés ici, et comme cela, il y a eu des vagues successives d'immigration avec l'espoir pour beaucoup de gens de fuir une situation terrible. Si on repense aux Arméniens, c'est peut-être la ville de France où la mixité est la plus grande d'ailleurs, Marseille, finalement. Alors quand on réfléchit... Alors je connais pas toutes les autres villes de France, mais très clairement, oui. Ici, les communes... De nombre de nationalités, il me semble que... Il y a beaucoup de Comoriens, beaucoup effectivement d'Espagnols, d'Italiens. On en parlait d'ailleurs autour de la table. Il y a souvent du sang italien. Alors, on parle d'immigration. Vous allez me tenir au courant parce que vous êtes plus au courant que moi de l'actualité marseillaise. La ville a-t-elle voté cette 30 000 € de subvention à SOS Méditerranée? Vous êtes au courant de ça ou pas? Alors oui, mais je pense que oui, c'est peut-être, à mon avis, oui, c'est tout à fait possible. SOS Méditerranée, c'est une ONG qui sauve des migrants qui sont en mer. D'ailleurs, je crois, Franck Alizio, que vous êtes opposé à cette... Vous êtes contre la Marseille, on est contre... Évidemment qu'on est contre... Vous êtes pour qu'ils meurent dans la mer, oui, évidemment. On est contre le fait que vous encouragez les passeurs à les faire mourir dans la mer, ça oui, c'est sûr. Non, évidemment qu'on est opposé à ces subventions, on est opposé à financer la traite d'êtres humains, voilà, tout simplement. Marseille est une ville d'accueil, mais c'est aussi avant tout une ville française et une ville provençale. Mais est-ce que la mixité... Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que la mixité a fait la richesse de la ville?
La mixité, la mixité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le multiculturalisme, si vous préférez. Aujourd'hui, je sais que le trop-plein d'immigration fait aussi les problèmes de la ville, fait aussi la misère de la ville, fait aussi l'insécurité de la ville. 55% de la délinquance vient des étrangers. Il y a un problème. Vous voyez, il y a un problème. À Marseille plus qu'ailleurs. Oui, c'est les statistiques officielles, ce ne sont pas les miennes. Non, mais alors là, pour le coup, je réponds absolument. Je voudrais juste répondre rapidement sur ça. Oui, moi je pense que Marseille est riche de sa son multiculturalisme. Son multiculturalisme. Tu parlais, Guilhem, des Arméniens, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens. La cité dans laquelle je suis né à l'époque s'appelait la cité Bourguiba. Sauf que moi, mon père, quand il est arrivé en 67, il a voulu construire le métro, c'est-à-dire il travaillait. Oui. Je pense qu'on est, et c'est la fille d'immigrés qui vous le dit. Et pourtant, ma mère est née en France. Ma mère est née en France en 53, Salon de Provence, et elle parle un provençal parfait. La chose, c'est que je pense qu'on est vraiment au milieu du gué en termes d'immigration. On n'ose pas assumer de choisir son immigration. Moi, je pense qu'il faut être d'une fermeté absolue, avec tous ceux qui viennent en France, qui commettent des délits et qu'il faut reconduire. Et c'est moi qui le dis, j'ai pas de honte à le dire, puisque moi... C'est ce qui est prévu dans le futur projet de loi immigration de Darmanin. Jean-Jacques Bourdin, c'est ce qui est prévu depuis 30 ans. L'ancien et jeune sarkozyste que je fus Vous avez été sarkozyste. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dirigeant, j'étais responsable des jeunes au niveau national. Oui, c'est vrai, je me souviens. Donc j'entends ça depuis 30 ans. Et 30 ans que ça se fait pas. On ne choisit pas notre immigration dans ce pays. C'est ça le drame. L'immigration, c'est une chance à condition qu'on arrive à intégrer économiquement et à assimiler culturellement. Ce n'est plus le cas en France, donc il faut stopper l'immigration. Stopper l'immigration. Pas encore. En particulier à Marseille. Stopper l'immigration. C'est pas si facile que ça de stopper l'immigration. Il faut une volonté politique. Oui, mais il faut une vraie volonté politique. Il faut une vraie volonté politique. Alors, finissez, ensuite, apprendre à parler le français, c'est une évidence. C'est une évidence. La manière dont on accueille les immigrés, justement cette immigration, est indigne. Parce que quand vous voyez les queues, moi j'y vais à la préfecture, je regarde, je passe tout le temps devant. On fait rien, en fait, là en ce moment on fait rien de bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez ferme avec les pays quand on reconduit aux frontières et qu'ils doivent reprendre leurs ressortissants en situation irrégulière, on est bien d'accord, et qu'ils les reprennent pas. Donc, ok pour les visas, on est prêt à donner des visas, on est prêt à faire ce qu'il faut parce qu'on en a besoin. Vous savez, tout le monde ne veut pas venir en France pour poser des bombes. Enfin, après, il faut aussi revenir à la réalité. La France est un pays qui attire, mais moins que les Anglais, moins que les Espagnols, moins que les Italiens. La dernière fois, je rencontre une famille syrienne qui était de passage en transit. Vous voulez rester? Non. Vous voulez aller où? En Angleterre. Donc on ne peut pas dire que la France absorbe toute l'immigration de la terre entière. Oui, et puis, pardon de vous dire, je vais jeter un peu un pavé dans la mare, mais personne n'ose le dire. Mais on accueille plus facilement des réfugiés ukrainiens que des réfugiés syriens ou afghans en France. Mais bon, ça c'est vrai, c'est une réalité. Alors oui, c'est une réalité, personne n'ose le dire. Mais évidemment que c'est la réalité. Moi, je l'ai même dit à l'Assemblée nationale, parce que je remarquais quand même qu'il y avait un souci. C'est que moi, on a accueilli une Syrienne au laboratoire parce qu'il y a eu des dispositifs qui le permettaient, et je remarquais quand même que les Syriens, vu ce qu'ils ont vécu, on les avait pas accueillis de la même façon qu'on a accueilli les Ukrainiens. Et pour moi, c'est inadmissible. Il est logique qu'un peuple européen commence par accueillir des Européens. C'est logique. Et un État et un pays véritablement en guerre. Véritablement. Ah bah la Syrie n'est pas en guerre. Véritablement. Elle n'était pas en guerre à l'époque. Alors là, on n'accueille pas que des Syriens, on accueille le Maghreb, on accueille toute l'Afrique subsaharienne. Moi, ce qui m'interroge toujours dans ces débats sur l'immigration, c'est qu'on a ici 3 enfants issus de l'immigration, dont nos grands-parents ont fui des fois des conditions extrêmement difficiles. Mes grands-parents ont fui en fait l'Italie fasciste, parce que en fait les chemises noires faisaient des dégâts terribles dans les campagnes. Ils ont fui en fait cette Italie-là. Et les uns et les autres, on est contents d'avoir pu trouver une terre d'asile. Et là, on voudrait refuser à ceux parce que la plupart de ceux qui viennent en France, en fait, moi j'ai rencontré des mineurs non accompagnés, isolés là, qui ont été d'ailleurs le squat a été expulsé récemment. Oui, mais la préfecture, alors l'État leur a proposé et on l'a fait pour suivi avec le préfet. Oui, mais alors non, on a trouvé des hôtels pour les 25. Oui,
c'est pour ça qu'ils ont accepté. Je sais. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont accepté, etc. Mais tout ça pour dire, j'ai discuté avec chacun d'entre eux et je vous engage vraiment à aller discuter avec tous ces mineurs, ces jeunes, etc. Moi, je le fais déjà. Parce que réellement, on voit leur parcours de vie et on voit aussi que, voilà, ils veulent s'intégrer. Eux, ils étaient tous scolarisés. Ils veulent absolument travailler et par contre, ils ont fui leur pays dans des conditions terribles. Et donc, je pense. Et alors sur le truc, est-ce qu'on essaye on choisit ou pas l'immigration? Mais dans toute l'histoire du monde, on ne choisit pas. Les gens circulent. Et en plus, donc il n'y a pas de frontières. Bah oui, mais les frontières existent. Les frontières existent. Mais quand les gens veulent passer dans toute l'histoire, monsieur, quoi vous en voulez? Et qui en repart. Et après, vous les reconduisez à la frontière, ils reviennent en fait, parce que ça, vous le dites pas, mais vous les reconduisez, vous êtes conquis, ils reviennent. Voilà. Donc tout ça, c'est une musique. Il faut les intégrer. Et donc il faut dignement. Mais ils veulent tous être intégrés. Franck Alizio. Et donc dignement les accueillir. Franck Alizio. Mon grand-père a fui l'Italie fasciste. Il avait 14 ans. Il a fui l'Italie fasciste. Enfin, ils sont partis parce qu'il y avait tout simplement plus à manger dans le Piémont. Il a fui l'Italie fasciste. Tout simplement. Il est venu à 4. Oui, mais il y a pas de souci. Il est venu à l'âge de 14 ans pour travailler. Il a travaillé à partir de 14 ans. On n'a plus d'immigration du travail. Vous êtes pour le travail des enfants. Vous me parlez des squats, mais dans ce squat, ils veulent travailler les gamins. L'émission s'appelle là ils veulent aller à l'école et travailler ensuite. Parlons vrai. Dans ce squat, il y avait c'était un squat, c'était des migrants et c'était soi-disant des mineurs. Eh bien, parlons vrai. Un migrant, ce n'est pas un migrant, c'est un clandestin, c'est hors la loi, qui n'a pas les papiers du pays où il est, donc il doit repartir dans le pays dont il a les papiers et après faire une demande en bonne et due forme. Un squat, ce n'est pas un squat, c'est un viol de propriété. Voilà, c'est un vol de propriété, c'est un viol de propriété. Et les mineurs, quand 3 fois sur 4 ce sont des majeurs, eh bien ce sont des majeurs, ce ne sont pas des mineurs. Parlez vrai, c'est ça, voilà. Bien. Parce qu'ils ont 18 ans, il y en aura un peut-être qui a 18 ans et vous estimez que c'est normal qu'ils dorment dans la rue et vous croyez que pour la sécurité c'est mieux. Alors juste une chose sur les dorment dans la rue. J'ai quand même posé la question parce qu'on a été interpellé avec le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combes. Ils sont venus au restaurant où nous déjeunions, le Resto Solidaire, le République, sur la rue de la République en plein centre de Marseille. Et je pose quand même la question à ce collectif qui nous a emmenés les mineurs. Moi, je leur ai parlé. J'ai pris le gamin, je suis allé, on s'est lavé le visage. Oui, alors allez-y. Je lui dis, je pose la question à l'une d'entre elles. Tu dors où, toi? Elle me dit, chez moi. Et ils dorment où, eux? Pourquoi tu leur demandes de refuser la solution que la préfecture a proposée, c'est-à-dire de les mettre à l'abri à l'hôtel? Elle me dit, ah non, mais j'ai dit, voilà, moi je vais dire aux gamins d'accepter la solution d'urgence tout de suite, d'être à l'hôtel. Nos auditeurs vont être intéressés par un chiffre. Combien il y a de possibilités de recours pour un débouté du droit d'asile en France? 12 possibilités. Ça fait 11 de trop. Voilà, vous voyez, on est pour une. Alors, ça fait 11 justement, dans ce projet de loi, encore une fois, nous ne l'avons pas, et on va conclure avec ça, dans ce projet de loi, Gérald Darmanin promet qu'il expulsera même les mineurs, les étrangers délinquants déjà condamnés. C'est la double peine, quoi. C'est la vraie double peine. C'est la double peine chère à Nicolas Sarkozy. Que Nicolas Sarkozy était revenu dessus et qui est la logique. Quand un étranger est un délinquant dans le pays où il est accueilli, il fait sa peine et après il en repart. Ou il fait sa peine dans son pays d'origine. Vous êtes d'accord là avec Darmanin si c'est effectif, quoi. Oui, et c'est Darmanin qui est d'accord avec Marine Le Pen, je le rappelle. C'est Darmanin qui est d'accord avec Marine. Oui, je suis désolé. C'est lui le ministre de l'Intérieur. Alors Franck, on va pas. Il pique les idées de quelqu'un. Avec David, ça vous laisse. On fait quelque chose de normal. On fait quelque chose de normal. Non, mais d'un point de vue, pour le droit est le même pour tous. Un étranger qui est délinquant et qui a agressé quelqu'un, il paye sa peine en France. Point barre. Moi, je vois pas. Il est expulsé derrière. Mais c'est deux choses différentes. La question il n'y a pas une automaticité. Il ne doit pas avoir une automaticité parce que ça dépend de la peine, Monsieur Bourdin. Ça dépend de la situation. Et la peine dans le droit juridique français, il y a toujours une individualisation des peines. Là-bas, il se pose pas de questions. Alors moi, écoutez, j'étais en Algérie avec le président de la République et j'ai eu la chance d'avoir à ma table le soir le directeur de la Sûreté nationale algérienne. Et croyez-moi que ça rigole pas. Quand on discute de ça, ils n'en veulent pas non plus. C'est pour ça que pas plus que le Maroc. Donc à un moment donné, moi, je vous le redis, nos parents sont venus tous les quatre sont venus pour travailler. Quand on va quelque part, on respecte le pays où l'on est. J'ai écrit un livre qui s'appelle Moi la France je la kiffe et où j'explique que si on a décidé, mon père a décidé de venir s'établir
s'établir en France, alors qu'il est arrivé en 67. Vous voyez, donc c'était 5 ans après 62 les accords d'Évian. C'est pour adopter les valeurs du pays, parce qu'il a estimé que ses enfants avaient probablement un meilleur avenir ici. Et quand il est venu, je le redis, il a construit le métro de la Rose, il a construit tous les métros de Marseille. Et que, à force de, et c'est là où on se trompe, à force justement de trouver des excuses, de dire ah oui mais c'est un mineur isolé mais qui a commis un délit, qui a commis un crime, mais c'est pas grave, non. Il a commis un crime en France, il est reconduit chez lui, et puis c'est chez lui. Imaginez toujours vous la situation inverse. Imaginez que pour une raison ou pour une autre, vous allez vivre dans un autre pays, que vous faites un délit parce que imaginez, ça doit arriver à un certain nombre de gens. Imaginez que vous avez toute votre famille, vos enfants sont arrivés, tout le monde est là, vous avez vos amis, vous avez tout construit là pendant 20 ans, 30 ans, vous faites un délit. Ça peut être un délit majeur, un mineur, genre conduite avec plus que 2 grammes. Et vous êtes renvoyé dans votre pays, vous êtes renvoyé en France alors que vous avez tout construit. Mais non. Il a conduit son permis. Et c'est ça la double peine. La double peine. C'est pas grave. Mais messieurs, où ça s'arrête, s'il n'y a pas d'individualisation de la peine, vous prenez le risque de ce genre de choses. Sabrina Agresti-Roubache, Hendrik Davy et Franck Alizio. C'est pour ça qu'on est contre la double peine. Il n'y a rien qui doit être automatique. Il faut que je fasse une pub là. Il est 11h42. On va parler des transports. On va parler des transports et là je vais laisser le patron de la Provence de la rédaction nous en parler parce que lui il connaît ce sujet bien mieux que moi, il est très marseillais, il est très important parce que ce qui se passe à Marseille, je le répète, ça se passe dans de nombreuses villes de France. 0826 300 300 Sud Radio, à tout de suite. Oui, nous sommes en direct de Marseille, la foire Parc Chano, le stand de la Provence avec Guilhem Ricavi qui dirige la rédaction de la Provence qui est avec nous. Guilhem Ricavi, parlons des transports à Marseille. Vrai sujet ça. Vrai sujet. Alors, il y a un an, donc, Emmanuel Macron est venu ici, à Marseille. 1 milliard d'euros pour les transports marseillais. 1 milliard d'euros pour les transports. D'ailleurs, ça a rendu jaloux tous les maires de France, je vous le dis tout de suite. Ça, je veux bien le croire, mais il y a un tel retard ici, Jean-Jacques, en matière de transport. Vous prenez Marseille, en 50 ans, qu'est-ce qu'on a fait en matière de transport en commun ? On a créé grosso modo 2 lignes de métro, on doit ça à Gaston Defferre dans les années 80. On a créé 2 lignes de tramway, on les doit un petit peu plus tard. Qui se superposent au métro. Qui se superposent, qu'on doit plutôt à Jean-Claude Gaudin. Mais en matière de transport, on n'a rien fait. Il y a eu un immobilisme général, il y a une espèce de déni. C'est-à-dire que je pense que du temps de Gaston Defferre, on se posait pas la question. On se déplaçait en voiture. Sur le Vieux-Port... Mais alors disons les choses, les élus sont responsables. Il y a 60 ans d'élus à Marseille qui peuvent effectivement être tenus responsables de cette problématique qui n'a jamais été vraiment prise au sérieux. Véritablement, on a construit des parkings en centre-ville pour que les voitures y arrivent. On ne s'est pas rendu compte que le monde changeait. On ne s'est pas vraiment rendu compte que les gens avaient envie de se déplacer sans doute autrement. C'est pas nouveau. Moi, ça fait 20 ans que je travaille à Marseille. Il y a 20 ans déjà, j'avais des collègues qui me disaient moi, j'aimerais bien venir en vélo. Donc, c'est pas une lubie ou une nouveauté. Donc, les élus n'ont pas vraiment cerné l'air du temps sur la question. Et en matière de transport, on peut même dire que parfois ils ont fait des mauvais choix puisque Marseille était une ville qui avait des tramways de partout. Il y avait un tramway qui allait jusqu'à Aubagne. Il y avait un tramway qui allait quasiment jusqu'à Aix. Ces tramways-là ont été supprimés pour laisser la place à des bus diesel. Ça marche très bien, un bus diesel, ça pollue un petit peu plus. Donc il y a eu sans doute une absence de vision réelle. Absence de vision. Aujourd'hui, il y a de l'argent qui est promis. Hier, il y a eu une présentation, une journée importante, présentation. Donc on va développer les transports en commun, essentiellement vers le nord, vers les quartiers nord. J'ai vu 80% de l'effort. Mais 80%. C'est ce qu'avait laissé entendre le président Macron en venant à Marseille, en disant il faut désenclaver ces quartiers nord. C'est des quartiers où il y a des problèmes dont on parlait, de sécurité, d'absence d'emploi, il faut donc les désenclaver. Chacun avait un peu interprété entre la métropole, autorité organisatrice des transports, présidée par Martine Vassal, et Benoît Payan, maire de Marseille. Vous vous doutez bien qu'il y avait une rivalité politique qui est venue se greffer là-dessus, par-dessus la question. Mais oui, a été fléché hier par la volonté de l'État qui est à la tête du GIP. Ils ont la majorité des voix. Les quartiers nord, donc on va développer des tramways vers les quartiers nord. Ils passent d'ailleurs devant la Provence, le futur tramway. On va développer des métros, on va développer vers les quartiers nord. Une partie va être développée également plutôt dans le centre-ville. On va aller du côté des Catalans, de la plage des Catalans. Et Martine Vassal, il y a quelques jours, a rajouté une ambition de rajouter un tramway qui n'est pas dans ce programme-là, mais sur la Corniche. La Corniche. Qui n'est pas dans ce programme-là, tu fais bien de le dire, et aussi les quartiers Est. Les quartiers Est dans ma également. Circonscription qui a aussi besoin d'être désenclavé. Mais ça, tout le monde, vous allez être tous d'accord, c'est indispensable même.
vous, Franck Alizio, si on développe les transports en commun vers les quartiers nord, c'est bon pour Vitrolles, c'est bon pour Marignane. Quelques réserves. D'abord, le point positif, c'est de réfléchir à l'échelle métropolitaine. Car vous avez raison, en effet, le projet est à l'échelle métropolitaine et il faut que ce soit, pour nous, la métropole, chez nous, c'est tout le département, grosso modo. Donc, en effet, il faut que la réflexion soit à l'échelle métropolitaine, il faut que ça profite aux portes de Marseille, Vitrolles, Marignane, plus loin, Châteauneuf, chez moi et ailleurs. Il faut que ça profite à tous les Provençaux quelque part. Oui. Déjà, j'ai un léger, comment dire, le milliard de Macron, c'est bien, ça fait 1 an qu'il a été annoncé et on a un mauvais souvenir, les Provençaux, les Marseillais, c'est que Jean-Marc Ayrault en 2013 nous avait promis 5 milliards. Pour tout refaire dans la métropole et à Marseille, ces 5 milliards ne sont tout simplement jamais arrivés. Voilà. Oui. Et le secrétaire général adjoint de l'Élysée était un certain Macron. Donc j'espère qu'il s'est souvenu qu'il y a quelques années, ils avaient promis, c'est jamais arrivé. Voilà. Donc ça c'est ma petite inquiétude. Ensuite, je ne veux pas que le tramway, je veux pas qu'on prenne l'exemple le mauvais exemple de Paris, où grosso modo petit à petit on a voulu rendre la vie impossible aux automobilistes. Je veux pas que on rende la vie impossible à l'automobilisme marseillais et provençal. Donc faut faire attention avec le tramway, c'est bien. Et puis dernier point très concret, je suis désolé, mais la semaine dernière encore, on avait une grève pour les conditions de travail des chauffeurs de bus et le principal problème dans leurs conditions de travail, c'est la sécurité. Donc avant tout, des transports communs, c'est des transports communs sûrs, en sécurité. Non, c'est une bonne nouvelle. 80% pour les quartiers nord, c'est une bonne nouvelle. Moi, je pense qu'il y a quand même 2 points qu'il faut être, à mon avis, attentif. Le premier point, c'est la question de l'accessibilité. Notamment, moi, j'ai été interpellé par le CEQ de Castellane qui nous ont dit bon, c'est bien, ils vont mettre le tramway, mais ils mettront l'accessibilité du métro après le tramway. Or, pour les personnes âgées ou toutes les personnes qui sont en faible mobilité, il faut que tout soit accessible. Moi, j'ai été récemment à Copenhague, je peux vous dire, ou au Danemark, tout est accessible pour tout le monde. Parce que ça, c'est un vrai problème à Marseille, si je peux me permettre. Je crois qu'il y a seulement 5 stations aujourd'hui qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. D'accessibilité. Donc il ne faut pas que ces nouveaux tramways, etc., en fait, se fassent sans qu'il y ait aussi la mise en accessibilité du reste. Deuxième élément, il faut qu'il y ait la concertation avec les gens des quartiers, qui peuvent avoir des bonnes idées, notamment sur où on va positionner les arrêts de bus, etc. Et notamment qu'on leur dise comment le plan de circulation va être mis en place. Pour éviter évidemment que les automobilistes se retrouvent dans des cul-de-sac, que ce soit une catastrophe. Moi j'ai vécu quand même pas mal d'années la rénovation de la plage Jean Jaurès. Je peux vous dire que ça a laissé quand même des traces, c'était quand même difficile. Donc il faut préparer le terrain effectivement pour que l'ensemble des citoyens... Sabrina Agresti-Roubache. Oui, on a des CIQ et pour l'instant les retours que j'ai c'est qu'ils n'ont pas été assez écoutés. Alors est-ce que vous ne voulez pas que Marseille ressemble à Paris quoi? C'est ce que disait Franck Alizio. Je crois que tous les Marseillais, pour le coup je le prends sur moi. À terme, je vous dis ça parce qu'à Paris, évidemment, la municipalité fait tout pour faire sortir la voiture de la ville. Il y a un problème avec la ZFE, justement. Là, je rejoins. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut que l'offre de transport soit là, qu'elle soit pas chère. Moi, je pense qu'à terme, dans le très long terme, il faudra que ça soit gratuit, les transports en commun dans les métropoles. Mais une fois qu'on a ça, de l'offre qui est à la fois accessible en termes de moyens, accessible à toutes et tous, et qui est forte, et ben ensuite, on peut virer les voitures. Mais si on commence par faire vivre aux automobilistes un enfer et que en contrepartie il n'y a pas l'offre de transport, les gens sont fous. Moi j'ai connu ça à Paris. Alors ça fait plaisir. Vous êtes d'accord tous les trois. Ça c'est effectivement intéressant. Il faut rappeler le plan du Marseille. Quand on traite de sujets locaux, pardon de vous dire, quand on traite de sujets locaux territoriaux, vous vous mettez d'accord. Vous avez des différences, mais vous vous mettez d'accord. Mais dès que la politique nationale vient se greffer là-dessus, terminé, il n'y a plus d'accord. Ça, j'ai remarqué ça partout. Il n'y a pas qu'à Marseille. Il y a presque plus d'accord. Mais à partir du moment où on écoute ce que nous disent les citoyens, il y a forcément des choses. Tiens, ça c'est très bien. À partir du moment où on écoute, il suffit d'écouter les associations de quartier, les gens, etc. Il y a des choses qui remontent. Voilà. Très intelligent. Et cette question de la mobilité, moi je pense qu'il ne faut pas prendre le problème de façon à l'envers. Quand il y a un territoire à défendre, il y a des citoyens à écouter. Et oui, il y a des solutions qui sont ni de droite, ni de gauche, ni Rassemblement national. Du bon sens. Alors j'ai une dernière question à tous les trois, et on va aborder le sujet entre midi et midi et demi. Cette histoire de croisière. 9000 aujourd'hui même, à Marseille, 9000 voyageurs descendent de bateaux.
bateaux de croisière aujourd'hui et les taxis les attendent. Et je sais pas où ils vont aller voir des musées, ils vont peut-être partir sur la Côte d'Azur, etc. Est-ce qu'il faut interdire ces bateaux de croisière? C'est un débat là qui est ouvert à Marseille. Pardon, l'interdiction des bateaux de croisière. Oui, c'est clairement le débat là qui anime Marseille depuis longtemps. C'est-à-dire que depuis des mois, voire des années, notamment les habitants des quartiers nord, parce que le port de Marseille, le port de commerce s'étend jusqu'à Fos-sur-Mer, mais le terminal des croisières, là où arrivent ces mastodontes des mers, c'est à la plonge, j'allais dire, des quartiers nord. On est face à l'Estac, il y a des immenses bateaux, et ces bateaux, lorsqu'ils sont à quai, il n'y a pas de normes internationales pour les brancher sur une prise pour alimenter la lumière à bord ou la climatisation, laissent tourner leur moteur. Et la problématique vient de là, c'est que ces moteurs donc tournent H24, tournent nuit et jour pour alimenter, c'est les groupes électrogènes du bateau, et ces bateaux-là fonctionnent avec du fioul lourd. C'est pas le gasoil qu'on peut mettre dans sa voiture, et ça recrache beaucoup de rejets, de dioxyde d'azote. Alors que faire? On les interdit. Alors on a fait une table ronde très vite. Alors là, si le sujet est un peu sur la table, c'est aussi que j'ai initié une table ronde le week-end dernier sur la question. Moi, je pense que c'est très intéressant. C'est comme les jets privés, parce que on s'aperçoit que la planète elle a des ressources finies et qu'il y a certaines activités qui sont nécessaires. Il y en a d'autres. On se pose quand même la question. Donc vous dites non? Eh ben, à terme, moi je dis non quand même. Parce que quand on a des géants des mers comme ça, on a des géants des mers avec 25 piscines, avec 15 toboggans, avec un Central Park, etc. Et tout ça, finalement, ça pollue l'air et ça pollue la mer. Et les pauvres Marseillais des quartiers nord. Franck Alizio, vous dites non? Mais pas non tout de suite. C'est-à-dire que je pense qu'il faut organiser la sortie des croisières. Parce qu'il y a des travailleurs qui travaillent sur ces questions-là, notamment au chantier de Saint-Nazaire. Donc on peut pas sortir tout de suite comme ça. Ça se prépare. On connaît les chiffres, on connaît les chiffres d'augmentation du nombre de cancers dans les quartiers qui sont justement les plus exposés à cette pollution. Donc vous dites non aussi, clairement, comme clairement, on préfère la santé plutôt que les collectivités territoriales, cher Franck, faire avec méthode, évidemment. Le conseil régional avec Renaud Muselier, on a mis en place, et vous le savez, tu le sais, puisqu'on est ensemble au conseil régional, l'électrification des ports. Donc jusqu'en 2025, pour que dans les grands ports, les 3 grands ports du Sud puissent être électrifiés, et à 2025, donc ça s'accompagne. Merci à tous les 3.